Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission dédiée à l'orientation sur notre chaîne Super Orientation, les Super Talks. Après avoir visité pêle-mêle différentes écoles de commerce, des écoles de management, des écoles de communication ou du monde du luxe, cette fois-ci nous intéressons à une question qui est très souvent posée en fait sur notre site orientation.com, c'est les métiers de la communication et du marketing digital. Pour ce faire, on a le plaisir ce soir de recevoir deux personnes de l'école ECI TV qui font elles aussi partie du groupe GES. D'abord Sophie, responsable pédagogique. Bonsoir Sophie. Bonsoir, enchantée. Et Sylvain, bonsoir. Responsable admission au sein de l'ECI TV. Alors je voudrais commencer tout d'abord par une première chose, une définition. Qu'est-ce que c'est que la communication digitale ? Alors la communication digitale et le marketing digital en général, ce sont toutes les actions qu'on va mener en communication sur des canaux digitaux, c'est-à-dire globalement Internet. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'Internet, il y a aussi tout ce qui va être réseaux sociaux, des réseaux comme YouTube, comme TikTok, comme Instagram, etc. C'est tout ce qu'on va mettre en forme, c'est toutes les actions qu'on va mener finalement pour aller toucher notre cible via les réseaux sociaux et Internet en général. Très bien. Pour le marketing, ça se définit différemment, le marketing digital, du marketing au sens très général du terme. Il y a une spécificité digitale ? Oui, avant, on faisait entre guillemets du marketing à l'ancienne, c'est-à-dire que c'était tout ce qu'on appelle aujourd'hui le offline, c'était des envois de prospectus, des envois de courrier, etc. Aujourd'hui, tout est digitalisé. On parle d'ailleurs d'e-marketing souvent ou de marketing digital. Après, j'ai envie de dire que même si le canal a changé et que le canal s'est numérisé, puisqu'aujourd'hui on parle du numérique, le propos est toujours le même. C'est comment faire pour atteindre la cible par rapport aux produits ou aux services que je vais vendre. Et du coup, ça se passe comment en fait concrètement ? Il y a une connaissance technique, technologique très importante en fait avant, ou finalement dans une école comme la vôtre, le CITV, où vous étudiez, vous apprenez le marketing, la communication digitale, on apprend les techniques de communication et de marketing, ou d'abord on apprend surtout les technologies de l'informatique ? On fait entre guillemets tout en même temps. C'est sûr que si vous suivez le cursus de la première à la 5e année, quelle que soit l'option que vous allez choisir, je vais en parler, évidemment au départ il faut des bases. C'est-à-dire que si on ne sait pas ce que c'est qu'un client, si on ne sait pas définir une stratégie marketing en ayant vraiment la connaissance du client sur lequel on va aller, c'est pas la peine. Donc les cours, on va dire, pédagogiques, magistraux de marketing, évidemment, vont être dispensés à nos étudiants. Et ensuite, effectivement, puisqu'en école de digital marketing, on va aller sur des cours qui sont spécifiquement destinés à tout ce qui va être réseaux sociaux, web, etc., en sachant que ce qui est formidable et quelque part ce qui est apeurant, c'est que ce qui est vrai aujourd'hui en marketing digital n'est pas forcément vrai demain. C'est-à-dire qu'il y a une telle mouvance, il y a une telle énergie dans ce qu'on appelle la bulle Internet qui va faire que les algorithmes, par exemple, d'Instagram vont changer, qu'un réseau social TikTok, il y a 2 ans, on ne savait pas ce que c'est. Aujourd'hui, la plupart de nos étudiants sont sur TikTok. Donc, il y a une telle mouvance et il y a un tel progrès, finalement, dans les canaux aujourd'hui qu'on va apprendre aussi ça à nos étudiants au fur et à mesure. Et quand on parle aussi de communication, on parle de marketing et de communication, eh bien, une fois qu'on a ciblé notre client, qu'on a compris technologiquement sur quel support digital on doit aller, il va falloir créer du contenu. Et c'est ça toute la force de notre école, c'est de savoir non seulement avoir les bases du marketing et de la communication, les appliquer au e-marketing et ensuite mettre les bons contenus aux bons endroits. Parce que pour vous, en fait, donc évidemment, le métier change beaucoup de par les réseaux sociaux qui changent et qui évoluent. Mais par contre, le contenu de base du marketing, la recette initiale reste la même. Absolument. On va garder les fondamentaux du marketing. Ça, c'est pour nous hyper important et c'est tout ce qu'on va apprendre à nos étudiants pendant le premier cycle, pendant le cycle bachelor. Mais après, toujours en parallèle avec des cours vraiment d'e-marketing qui vont être par exemple l'emailing ou le SEO, des choses comme ça, comment apprendre à faire un site internet en sachant que les prestataires peuvent changer d'un moment à un autre. Ça dépend si vous allez faire un site entre guillemets vitrine ou si vous allez aller vers de l'e-commerce. Tout ça, ça va être effectivement en fonction, comme je vous ai dit, du produit ou du service que vous allez proposer et quelle est votre cible. Je voulais revenir sur une chose parce qu'on voit sur le site orientation.com, on a déjà des questions pour préparer cette émission et beaucoup faisaient une confusion entre communication d'entreprise ou communication de crise et le marketing. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre les deux en fait ? Entre communication et marketing ? Ouais.
Marketing, c'est vraiment dédié Le vente, marketing, c'est ce qui va développer votre stratégie pour aller chercher votre client. Et ensuite, la communication, c'est les outils que vous allez utiliser, les outils, on va dire, de contenu que vous allez utiliser au service du marketing. C'est vrai que souvent, le service est à peu près est souvent au même endroit, mais souvent, la communication est quand même l'applicatif de la stratégie marketing de votre entreprise. Si vous devez vendre des pots pour bébés, ça ne sera pas forcément la même stratégie que si vous devez vendre des aspirateurs Dyson. Donc vraiment, il y a une stratégie marketing qui est mise en place et ensuite vous avez des communicants qui vont aller chercher les bons supports pour aller porter votre stratégie marketing. Donc c'est un tout petit peu différent. On va dire que le marketing, ça va être de l'analyse de données, c'est-à-dire que ça va être la période, on va dire, de pré-mâchage de votre travail pour comprendre votre cible, savoir où vous vous placez sur votre marché, savoir comment vous allez positionner votre produit sur le marché. Et puis ensuite, la communication, c'est comment, une fois que ce travail de recueil de données, d'analyse des personas, on parle beaucoup de personas aujourd'hui, c'est-à-dire qui achète. Est-ce que c'est Sophie, 48 ans, ou est-ce que c'est Joanne, 26 ans? Donc, c'est des personas qui vont être différents, mais une fois que vous avez fait ce travail d'analyse, une fois que vous avez vraiment affiné, que vous savez exactement où vous allez, eh bien là, vous allez faire appel à des communicants, par exemple des agences de pub ou internaliser, et puis ensuite donner vraiment le contenu pour porter votre stratégie marketing. Et du coup, par rapport à la communication ou le marketing, est-ce que ce sont des marchés qui sont très nationaux? Est-ce qu'on peut envisager, ça c'est une question qui revient beaucoup, par exemple l'expatriation à travers le marketing ou la com? Alors, parce que ça a l'air très culturel en fait, par exemple une publicité. C'est difficile de s'adresser à une clientèle française ou une clientèle allemande de la même façon. Aujourd'hui, de toute manière, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce mot globalisation. Je pense quand même qu'effectivement, même si vous avez des agences qui travaillent pour des clients internationaux, après, il y a des déclinaisons par pays. Et c'est vrai que l'humour allemand n'est pas forcément l'humour français, qui n'est pas forcément l'humour américain. Après, il y a quand même des grandes lignes, je dirais, qui sont données par ces grands groupes, avec des applicatifs peut-être un petit peu différents culturellement, effectivement, quoi. Après, il y a aussi l'ADN de la marque. Si vous bossez pour Coca-Cola, c'est sûr que vous portez quand même l'ADN de Coca-Cola, que vous soyez en Allemagne, en Chine, je sais pas, en Allemagne, en France ou aux États-Unis, quoi. Et donc justement, vous évoquiez le job de community manager, qui est quelque chose de très très populaire aujourd'hui sur notre site orientation.com. La fiche métier est super souvent consultée. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste en fait, community manager? Alors, un community manager, c'est quelqu'un qui va, au sein d'une entreprise, par exemple. Alors, ce qui est génial, c'est que vous pouvez autant bosser chez Google que chez le pharmacien ou le boulanger du coin, parce qu'aujourd'hui, et surtout dans ce contexte sanitaire, les entreprises se sont énormément digitalisées. Elles ont eu besoin de toucher les clients autrement qu'en face-to-face, donc par les voies numériques. Et un community manager, c'est quelqu'un qui va prendre le contenu que lui donne son service communication ou son agence de prod ou son agence de com et qui va aller le diffuser via un planning de diffusion, un planning éditorial sur les réseaux sociaux dédiés. Il va savoir, par exemple, que sur telle application, il va y avoir une forte demande de 18 à 20 heures. On va savoir que sur une application LinkedIn, le week-end, on oublie un petit peu, par exemple. Bref, c'est quelqu'un qui a une bonne connaissance des canaux digitaux et qui va aller placer le contenu qu'il a peut-être produit, parce qu'il y a parfois des community managers, et c'est aussi l'enjeu de l'école, c'est de former des gens qui sont capables de le faire, mais en tout cas qui va prendre son contenu et qui va aller le diffuser et qui va aller animer sa communauté, parce qu'une communauté, si vous mettez un post et puis qu'après vous oubliez les 43 commentaires qui viennent derrière, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc c'est non seulement effectivement aller proposer ce contenu au bon endroit et au moment idoine, mais en plus aller faire de l'animation de communauté, c'est-à-dire répondre aux messages qu'on va vous envoyer, répondre aux commentaires, etc. Faire en sorte finalement de recréer de l'humain à travers un canal numérique. C'est ça le boulot d'un community manager. Et pour répondre, parce que je parle beaucoup, mais je n'oublie quand même pas la question que vous m'avez posée, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait bientôt 10 ans que l'école existe, et on a des étudiants aujourd'hui qui sont community managers, donc soit dans des entreprises, soit indépendants, parce que c'est un métier qui se fait beaucoup en indépendant aussi. Et quand on les appelle ou quand ils nous appellent, ils disent alors là je suis à Ibiza, là je suis... Non mais c'est vrai, on a vraiment des personnes qui peuvent faire finalement leur boulot de n'importe où. Pour eux, le télétravail, c'était quasiment la norme, quoi, parce que finalement, à partir du moment où ils ont la connaissance, ils ont le contenu, que vous postiez sur un fuseau horaire différent, c'est pas très compliqué. Alors je ne vais pas donner une vision idyllique du métier non plus, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de nos jeunes qui prennent aussi ce métier-là,
parce qu'ils ont une liberté totale d'action et de pouvoir travailler. Finalement, la seule chose dont ils ont besoin, c'est d'une connexion Internet. Donc si je comprends bien, faut quand même pour être intéressé par ces métiers-là, il faut quand même être curieux des réseaux sociaux, être dessus, enfin, il faut vraiment avoir un intérêt pour tout ça. Il faut non seulement avoir un intérêt, et c'est pas juste aller scroller son feed Instagram de temps en temps, c'est-à-dire non seulement un intérêt en sachant quel est le support digital que je vais choisir par rapport à ma cible, mais c'est aussi se tenir au courant tous les jours de l'évolution de ce canal. Je vous parlais tout à l'heure d'un algorithme Instagram qui a pulvérisé et qui a mis en PLS la moitié des influenceurs et des influenceuses quand il est sorti. Parce que tout d'un coup, ils ne comprenaient pas pourquoi le post n'était pas passé tout de suite, pourquoi ils n'avaient pas autant de réactions, autant de likes, de commentaires, etc. Donc effectivement, il y a un aspect très ludique dans ce que je viens de vous dire, mais il y a aussi un aspect très technique. Il ne faut pas oublier que la technique et tout ce qui va aller autour des réseaux sociaux, ce n'est pas quelque chose qui vous tombe du ciel, c'est quelque chose qu'on apprend et qu'on apprend notamment dans notre école. Donc oui, vous par exemple, vous leur expliquez ces algorithmes, à quoi ça correspond, comment ils fonctionnent, à quelle fréquence ils sont renouvelés, quel est le but ultime. Absolument, c'est-à-dire qu'il y a non seulement il y a une veille qui est faite, mais en plus, l'un des points importants de notre école, c'est que tous nos intervenants sont des personnes issues du métier qu'ils enseignent. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont dans l'opérationnel tout le temps. On n'a pas de professeurs, si vous voulez. On n'a pas de choses magistrales qui viennent et qui déclament leurs cours. Non, c'est des gens qui sont dans l'opérationnel tout le temps, souvent dans des sociétés privées d'ailleurs, et du coup, qui sont fatalement au courant de ce qu'ils enseignent, puisque c'est le métier qu'ils font tous les jours. Donc c'est ça aussi qui est important chez nous, c'est qu'on est un métier de passionné, mais on a un métier de terrain et d'opérationnel. Et les gens qui rejoignent l'équipe pédagogique sont effectivement des personnes qui sont au fait de n'importe quel changement parce qu'eux-mêmes assurent la veille. Très bien. Je voulais également qu'on revienne sur quelque chose, qu'on avait beaucoup cette question. Est-ce qu'on est très différent du travail des RP, des relations publiques et des attachés de presse ? Oui, c'est pas tout à fait le même travail. C'est-à-dire les relations presse, elles vont venir quand même très loin derrière. Et quelque part, c'est des gens qui arrivent... ça va pas être gentil, pourtant j'aime bien les relations presse, mais un petit peu au bout de la chaîne alimentaire. C'est-à-dire que les relations presse, c'est des gens qui vont... je pense notamment dans mon métier, par exemple dans le cinéma, les relations presse, c'est les personnes qui vont essayer de placer telle ou telle personne dans tel ou tel talk show. Tiens, Ruquier, j'ai un tel, j'ai le louche, est-ce que tu veux bien faire la promo, etc. Donc, entre guillemets, ils arrivent un peu en bout de chaîne. Et puis, les RP aujourd'hui, même si ça change beaucoup, ont mis aussi du temps à passer au digital et au numérique. Eux aussi se digitalisent. Eux aussi se digitalisent, nécessairement quand vous avez un contexte sanitaire qui fait que vous n'avez plus la possibilité d'aller rencontrer les gens, que les bureaux de presse sont fermés, je pense notamment au domaine de la mode, il n'y avait plus de shooting de mode, il n'y avait plus de fringues, il n'y avait plus de bureaux de presse où aller chercher pour les shootings, pour les magazines, etc. Donc eux aussi, ils ont eu besoin de se renouveler. Mais ce n'est pas le cœur de notre métier. Nous, on ne forme pas à faire des relations presse, même si je sais que j'ai des étudiants qui bossent dans des agences RP, mais du coup, sur la partie numérique pour promouvoir leurs clients, etc., sur la partie numérique. Mais c'est vraiment, on va dire, ça peut être des employeurs, en l'occurrence. On peut tout à fait être community manager d'une agence d'attaché de presse pour qu'elle travaille dans le cinéma, dans la mode ou, je ne sais pas, ou dans les IT. Alors justement, par rapport à ça, en termes d'employabilité, c'est quoi les employeurs de ça ? C'est l'industrie ? Aujourd'hui, je vous dirais, c'est entre guillemets n'importe qui. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a des étudiants qui partent effectivement dans des agences web, beaucoup, pour être chef de projet web, des choses comme ça. Mais comme je vous ai dit, on peut aussi avoir des étudiants qui partent, je ne sais pas, dans une boîte de nuit, qui peuvent partir chez le boulanger, qui a plusieurs boulangeries, qui peuvent partir chez un pâtissier. Aujourd'hui, tout le monde a besoin de communiquer. J'ai envie de dire que le moindre petit commerçant, même au fin fond de nos régions, il va avoir besoin de communiquer ce qu'il fait, la manière dont il fait sa baguette, etc. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, c'est beaucoup l'industrie qui a été, le monde du luxe, vous étiez avec Madame Bismuth il y a quelques jours, effectivement a besoin aussi, et ils ont mis du temps à se digitaliser, les grands groupes, Céline, Dior, etc. Ils ont mis du temps, mais on peut placer des étudiants aussi là-bas. Voilà, j'ai envie de dire que à partir du moment où vous avez un besoin de communiquer, vous n'allez plus envoyer une newsletter par courrier. Donc ça va passer par le numérique. Donc j'ai envie de dire que à partir du moment où on veut se développer, ce job-là, il est fait, en tout cas celui de community manager. Après, il faut des plus grosses structures, si vous faites des envois d'emailing, ou ne serait-ce que, il y a la première crise sanitaire, par exemple, on a fait un gros projet pour les commerçants du 15e, qui justement, eux, n'étaient pas digitalisés. On leur a proposé de faire leur site
On leur a proposé de faire leurs réseaux sociaux, tout ça évidemment gratuitement. C'était les étudiants qui mettaient leur bonne volonté dans ce projet-là. Et on a eu des petites boutiques du 15e arrondissement de Paris qui ont eu besoin aussi de ça parce que pour faire leur click and collect, comment faire ? Il faut un outil numérique. Eh bien oui, il faut un outil numérique, à minima. Donc même si on n'a pas de site internet, il faut un compte Instagram pour dire, bah voilà, la veste là, je l'ai en 38, en 40, etc. Et même les petits commerçants, donc pas forcément les gens affiliés à des grosses chaînes, etc., ont eu besoin du numérique. Donc c'est un métier qui, je comprends que votre fiche soit très lue parce qu'il est en pleine expansion. Alors du coup, Sylvain, je voulais revenir avec vous en tant que responsable d'admission par rapport à tout ce qu'on a dit avec Sophie. Quel est le profil type des gens qui viennent vers vous à l'ECITV et par ricochet, quel est le profil que vous recherchez en fait de jeunes ? Alors, les étudiants en question sont des gens qui sont curieux. Oui. On veut des personnes curieuses de tout, qui soient bien évidemment ouverts sur tout ce qui se passe au niveau numérique, les réseaux sociaux, qui s'interrogent un peu sur ce qui se fait, ce qui va se faire, parce qu'on a parlé justement de TikTok et autres. Il y a différents réseaux sociaux que les étudiants utilisent et on va leur apprendre par la suite, on leur explique qu'on va exploiter un peu plus justement cette utilisation pour justement faire quelque chose de beaucoup plus concret. Concrète, oui, opérationnel. Opérationnel, oui, voilà. Nous, on ne recherche pas des bêtes à concours. C'est vraiment des personnes qui ont un projet professionnel dans le milieu du marketing, de la communication digitale. Et savoir justement user de tout ce qu'on va leur apporter comme outil pour justement déployer ces outils et peut-être justement en créer d'autres par justement leurs expériences professionnelles. Ils seront certainement amenés à créer de nouveaux outils web pour justement développer. Et ça, c'est toujours, on est d'accord, dans une démarche commerciale. Je vous dis ça parce qu'on a eu beaucoup de remarques en fait en disant est-ce qu'on peut devenir influenceur professionnel en faisant ce genre d'études ? Et ça m'a fait sourire, mais en fait c'est une question qui est revenue assez souvent. Il y a beaucoup de gens qui espéraient vendre leur propre marque en fait, plutôt que d'être au service d'une marque. Alors que non, ces formations sont quand même dans un but commercial pour une marque, on est d'accord ? Oui, mais que vous soyez dans le personal branding ou vendre autre chose, j'ai envie de dire que la production de contenu et le fait de connaître le réseau social sur lequel on veut être influent, je veux dire, entre guillemets, ça reste un produit, que ce soit soi-même ou votre paire de chaussures, ça reste une cible, ça reste du contenu à produire et une cible à atteindre. Excuse-moi, je te redonne la parole. Donc dans la forme, et forcément, le marketing a aussi un rôle important. Et du coup, les employeurs, parce qu'on en reparlera plus tard, mais vous faites aussi un service, enfin vous proposez en fait une admission en alternance. Les employeurs en fait qui vous contactent, ou vous les entreprises en tout cas que vous contactez pour placer vos élèves, quel est le profil qu'ils recherchent ? C'est toujours les mêmes mots en fait, c'est la curiosité, le fait de connaître les réseaux sociaux qui priment, ou au contraire ça serait une rigueur dans les méthodes commerciales ou marketing Ça dépend de quelle année, bien évidemment. Par exemple les premières années, c'est ce on va leur expliquer que les étudiants de première année, on est obligé de les positionner dans les entreprises, ce sera un stage dit d'observation. Plus on évolue, en deuxième année, ce sera de la première participation et ainsi de suite, jusqu'à un stage professionnalisant en quatrième, en cinquième année. Donc bien évidemment, plus on avance dans le temps, plus l'étudiant aura justement des aptitudes pratiques de par la théorie qu'il aura appris au fil de l'eau. Et au fil du temps, tout simplement. C'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises sont extrêmement friandes de ce qu'on va appeler vulgairement le couteau suisse. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui a décidé de se mettre sur la communication et la communication digitale va avoir besoin d'un certain nombre de faisceaux de connaissances, que ça soit, comme je le disais en préambule, sur du marketing, que ça soit sur la gestion des réseaux sociaux ou la gestion de contenu, shooting photo, story, reels, etc. Donc c'est vrai que les attentes des entreprises ont été grandissantes et on va dire boostées un petit peu par cette crise sanitaire parce que tout d'un coup ils ont eu besoin de produire et d'atteindre leurs cibles. Donc nous quand on reçoit au niveau des chargés de relations entreprises les demandes, c'est vrai qu'on va dire j'ai besoin de quelqu'un, ces chefs de projet multimédia et ce à quoi on les forme, c'est-à-dire des gens qui sont capables de recevoir le brief en disant j'ai besoin de vendre ce canapé. Ce canapé, je sais que mon acheteur, c'est un CSP+, donc je vais aller plutôt sur ce terrain-là. Je vais pouvoir faire un shooting photo plutôt sympa, je vais pouvoir faire un film, parce que c'est ça aussi, c'est produire du contenu. Et quelque part, on a besoin d'avoir quelqu'un qui est au brief, quelqu'un qui va être à la prod, quelqu'un qui va être à la post-prod et quelqu'un qui va être à la diffusion. C'est-à-dire, on a besoin souvent, en tout cas, c'est exactement d'un multicasquette, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de prendre un brief, et nous, c'est ce qu'on leur demande. Quand je leur demande de faire des films, ils peuvent me faire le plus beau film du monde. Si le film, il ne va pas atteindre sa cible,
bah, c'est très bien, oh, tu as fait un beau film, super, ça m'a coûté une blinde. Et puis d'un autre côté, ton film, il n'a pas atteint sa cible. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de dire, ok, bah, on va faire tel film sur tel brief et ça va aller toucher telle cible à tel moment. Donc, pour répondre vraiment à votre question sur qu'est-ce que recherchent les entreprises, c'est vrai qu'ils recherchent des gens hyper multicasquettes qui sont autant capables de penser le contenu, de le produire, de le diffuser et évidemment derrière d'avoir un retour sur investissement parce que a priori c'est pas des entreprises philanthropiques pour la plupart et c'est bien normal. Bien sûr. Une autre question qui revenait beaucoup, c'était la prédominance de l'anglais. Est-ce qu'il est indispensable de parler anglais dans ce genre de boulot? C'est un anglais commercial, savoir se faire comprendre tout simplement, non pas de parler shakespearien, mais vraiment avoir quelques bases, de toute façon sur le web internet. Il y a beaucoup de petits mots-clés qui sont en anglais. Après, être bilingue... Pas spécialement en fait. C'est vraiment avoir un anglais commercial, se faire comprendre. Non, pas spécialement. Puis, comme vous le disiez tout à l'heure en préambule, c'est vrai que à partir du moment où vous travaillez, alors évidemment, si vous travaillez dans un groupe international, pour les échanges, c'est mieux. Après, si vous travaillez dans une entreprise française, avec la culture, par exemple, d'être sur un réseau social français, vos hashtags, en plus, ils sont quand même beaucoup très franglais. Mais à partir du moment où vous avez quand même développé des bonnes compétences rédactionnelles, elles ne sont pas de facto bilingues obligatoirement. J'ai envie de dire que oui, c'est important. Oui, en France, on n'est pas forcément super bon d'ailleurs sur ces items-là en langue étrangère en général. Et en tout cas, ce n'est pas le point rédhibitoire pour ne pas rentrer à l'ECI-TV. Voilà, Très si bien. je peux Mais du coup, vu qu'on est quand même dans une école de communication et de marketing digital ou non, ça veut dire quand même que l'expression orale et écrite est extrêmement importante. C'est un des critères parmi votre sélection d'élèves, j'imagine. Oui, tout à fait. Donc vous regardez par exemple les notes de français? Oui, complètement, oui. Ouais. On va regarder, et on a des cours de techniques rédactionnelles, de techniques rédactionnelles web. On parlait des réseaux tout à l'heure. Si YouTube, il y a un certain nombre de mots-clés, par exemple, à donner pour être bien référencé. Si vous les donnez, c'est très bien sur la partie technique, vous avez banco. Si, par exemple, dans votre descriptif, il y a un mot, une faute, ça ne va pas être possible. Ça va piquer, donc, ouais. Effectivement, il y a des compétences, ne serait-ce que pour toutes les stratégies de référencement, il y a des compétences rédactionnelles à avoir, en plus des compétences techniques purement liées au réseau social de votre choix. Mais alors oui. justement, là-dessus, en fait, on avait beaucoup de questions sur le SEO, le Search Engine Optimization. Donc la capacité d'optimiser vos mots-clés, votre référencement naturel sur Google. Ça, c'est quelque chose aussi que vous diffusez dans vos écoles. En fait, vous expliquez ce que c'est, comment ça marche, quels sont les outils. Absolument. On a des professionnels du SEO qui viennent dispenser des cours. On est d'accord, c'est vraiment un des piliers aujourd'hui de la communication digitale. C'est véritablement si vous avez un très beau site, mais qu'il n'est pas bien référencé, vous allez mettre de l'argent en sponsor et puis ça va jamais marcher. Ou vous allez taper, je ne sais pas, école audiovisuelle et vous ne montez pas tout de suite dans les premières pages. Mais est-ce que ça veut dire que dans les métiers de la com, il y a des gens qui vont être beaucoup plus du côté créa, artistique, justement donc le montage vidéo, et d'autres qui vont être beaucoup plus en backup, c'est-à-dire sur le SEO, sur la technicité? Alors, ou est-ce qu'il faut au contraire avoir un profil beaucoup plus global? Alors, si on suit le cursus de la première à la troisième année, on a expliqué tout à l'heure jusqu'où on est en bachelor, et à partir du bachelor, vous avez soit la possibilité de partir vraiment en digital marketing pur, donc de ce dont vous parliez, tout ce qui va être vraiment très technique au niveau du SEO, du WordPress, du montage de sites, etc., donc partie très technique, soit vous partez en filière audiovisuelle et digital marketing, parce que, comme je vous expliquais, l'un ne va pas sans l'autre, et là, effectivement, vous allez plus être sur la production de contenu, production, post-production et diffusion de contenu. Après, on a des étudiants qui parfois aussi sont sur la tangente parce que vu que il y a pas une ambivalence, mais en tout cas, il y a un désir évidemment d'aller chercher sa cible, de produire le contenu et de le diffuser. C'est pas toujours évident, mais il y a un moment quand même où les étudiants, soit en entrée directe en quatrième année, soit à la fin de leur bachelor, savent quand même plus s'ils veulent aller vraiment sur le côté très technique, très IT du diplôme, ou au contraire sur la partie plus prod, plus DA, de leur cursus. Il y a quand même une scission à un moment qui se fait en bachelor, et puis évidemment ceux qui viennent en entrée directe, donc entrée directe, c'est les gens qui viennent directement en quatrième année chez nous, qui n'ont pas eu le cursus troisième année. Oui, parce que vous, à l'ECI-TV, vous proposez à la fois d'intégrer dès le Bac+1, donc sur un bachelor, ou sinon d'intégrer à partir du Bac+4. C'est-à-dire vous avez déjà votre Bac+3 et vous vous spécialisez pour un master. Exactement, c'est-à-dire que pendant la troisième année, on va un peu proposer à nos étudiants d'aller soit un peu plus vers le marketing digital pur, soit un peu plus vers la réalisation et tout ce qui va être production de contenu multimédia, pour leur donner un petit peu ce goût, parce que ce n'est pas évident quand on est en première année, deuxième année,
On a peut-être des mamans qui nous écoutent ou des papas, savoir ce qu'on va faire à l'issue du baccalauréat, c'est pas toujours évident. Et donc, quelque part, ils ont 3 ans pour comprendre exactement là où va leur cœur, leur passion. Et puis, donc, il y a des options qui vont être mises au cours du trimestre. Ah, moi, je tends un peu plus vers l'audiovisuel. Ah, non, mais moi, je suis plus dans un bureau tranquille, en train de faire mon référencement, mon SEO, etc. Et puis, à un moment, voilà, ils se lancent en 4e année. Et puis, effectivement, comme vous le disiez, de l'entrée directe, des gens qui vont venir soit en 4e année digital marketing, soit en ce qu'on appelle en filière audiovisuelle. Et vous proposez de l'alternance dès la première année? Oui, depuis la dernière rentrée. Oui, alors l'alternance en première année, oui, effectivement. Ça se passe comment? Vous avez un bureau ici, des relations entreprises qui les aident à trouver une boîte? Ou c'est à eux de la chercher? En fait, non, ils sont force de proposition. Ouais. On dit toujours aux étudiants, ce ne sont pas des vendeurs de tapis, ils sont force de proposition. On va essayer au maximum de trouver une entreprise en adéquation avec le souhait de l'étudiant. Mais de toute façon, par la porte ou la fenêtre, pour valider une année, il faut faire un stage en entreprise, que ce soit un stage ou un stage en entreprise conventionné avec l'école, ou alors une alternance, tel un contrat de professionnalisation. Voilà. Nous avons un service dédié à cela, qui les aide pour chacun d'entre eux, pour les aider à trouver une entreprise. Et vous avez des entreprises partenaires? On a des entreprises partenaires. On fait partie d'un groupe, qui est le groupe GES, Grandes Écoles Spécialisées. Vous avez les étudiants, ce ne sont pas des numéros. C'est pas, j'ai une entreprise qui propose une place, à vous de vous débrouiller ou autre. Non, l'étudiant vient consulter notre chargé des relations entreprises pour justement travailler avec lui ou avec elle son curriculum vitae par rapport à la cible de l'entreprise choisie, sollicitée. Notre objectif, c'est justement d'allier le côté professionnel, le côté pratique à la théorie, et le côté théorique se fait par nos intervenants professionnels et le côté pratique se fait Et justement, dès la première année, c'est pas un peu tôt pour les envoyer dans une entreprise? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plus ou moins considéré comme un stage dit de découverte. On sait très bien qu'ils ne vont pas faire des choses extraordinaires, sauf peut-être des profils qui sont très atypiques, peut-être, si les entreprises leur font confiance vraiment à 100%. Mais ceci étant, on est vraiment là petit à petit pour qu'en première année, ils commencent à comprendre un peu la vie d'une entreprise. Et plus on avance dans le temps, plus l'étudiant va se perfectionner dans les métiers de la communication et du marketing digital, et plus il va pouvoir justement s'orienter sur quelque chose qu'il aura privilégié, de par son appétence et ses forces, qui vont lui permettre justement de cibler une entreprise encore plus précise par rapport à ce qu'il veut. Et les employeurs, justement, en fin de parcours, à la fin de ces 5 ans, sont demandeurs quand même de ces cursus en alternance? Oui. Absolument. Très clairement, c'est une force. Et de toute façon, à l'heure actuelle, les entreprises préfèrent avoir un étudiant qui soit apte à travailler de suite. Plus l'étudiant a d'expérience professionnelle, plus un CV, un curriculum vitae étayé au niveau de ses expériences professionnelles, plus ça montrera à l'entreprise que l'étudiant est opérationnel de suite. Voilà. Et c'est pour cela aussi qu'on sollicite nos étudiants sur la diversité des stages en entreprise. À savoir que si vous aimez être dans telle ou telle entreprise, c'est bien, mais ceci étant, on va essayer de vous orienter sur quelque chose d'autre pour que vous découvriez d'autres parties du marketing, d'autres parties de communication digitale. Le but du jeu, c'est certes avoir un diplôme, ça fait toujours plaisir aux parents, mais c'est pas le bout de papier, comme je dis toujours, qui ramène à manger, c'est plutôt l'expérience professionnelle. Et nous, on pousse les étudiants à une formation dite professionnalisante pour justement faire en sorte que l'entreprise, à la fin du cursus de l'étudiant, lorsqu'il est diplômé, ait un accès plus facile au sein des entreprises. Alors justement, c'est une question qui revient beaucoup, c'est l'employabilité. Est-ce que vous avez, si ce n'est un chiffre précis, mais en tout cas une idée à nous donner? Quel est le taux d'employabilité quand on sort de ce genre d'école? Alors, quand on sort de... Là, on va parler du master. Les chiffres sont assez impressionnants sur le master digital marketing pur, dans la mesure où, globalement, nos étudiants, grâce notamment à l'alternance, parce que l'alternance, évidemment, c'est une expérience professionnelle, ça c'est la première chose. Les projets qu'on fait à l'école et les gens qu'on ramène notamment dans les conférences et masterclass, c'est une deuxième chose. Ça veut dire qu'à la fin, ils ont un réseau assez incroyable. C'est-à-dire qu'ils ont pu passer dans diverses entreprises au cours de leur cursus, comme disait Sylvain, pour pouvoir expérimenter divers employeurs ou divers univers. Ils ont rencontré des gens, les profs sont tous quand même, n'oublions pas, des gens qui sont dans le boulot, donc ils peuvent aussi être des futurs employeurs. Et grâce à tout ce qui est au cercle des conférences, etc., ils vont créer leur réseau.
Donc tous ceux qui sont sur la filière digital marketing, globalement, ils ont plutôt le choix de se dire je vais là ou je vais là à la fin du cursus. Donc ça, on a un taux d'employabilité qui est quand même excellent avec des salaires, alors qui ne sont pas leurs premiers salaires puisqu'ils ont déjà été en alternance, mais qui vont tourner autour de 33-35 K en première année, on va monter jusqu'à plus de 40 K et ça va se stabiliser, on va dire, au bout de 3 ans, aux alentours de 42-43 K. C'est quand même pas mal. C'est pas mal, ouais. Sur la filière audiovisuelle, je ne dis pas que le taux d'employabilité n'est pas bon, bien au contraire, mais le cursus est un petit peu différent quand vous rentrez dans le monde de l'audiovisuel. Souvent, vous êtes sous statut d'intermittent, donc ça veut dire avec les 512 heures à l'année. Avec les fameuses 512 heures, etc. Vous avez énormément de gens qui montent aussi leur structure de micro-entreprise parce que c'est des gens qui sont épris de liberté, qui ont beaucoup de projets artistiques à côté et du coup qui vont travailler aussi pour des entreprises, mais en tant qu'indépendants sur des structures, donc comme je vous disais, type auto-entrepreneur. Donc les chiffres sont un petit peu biaisés, si vous voulez, par rapport aux chiffres qu'on a sur l'employabilité de nos digital marketing. Mais voilà, en tout cas, nous, on suit énormément nos anciens étudiants. Aujourd'hui, on est une petite école au sein d'un réseau de grosses écoles et on a quand même un climat très familial et on a un gros réseau alumni aussi de l'école. Je peux vous dire qu'il n'y a personne sur le carreau, quoi. Voilà. En tout cas, mais après, je vous dis, les chiffres sont un peu biaisés parce que c'est de l'auto-entrepreneuriat, parce que c'est de la pige intermittent, parce que c'est des gens qui vont bosser de manière plus ou moins épisodique, parce que c'est aussi dans leur ADN d'être comme ça. Non pas qu'il y ait une irrégularité, mais c'est juste parce qu'eux, ils vont faire des clips de rap à côté, parce qu'ils vont monter un court-métrage à côté, parce qu'ils vont participer à des projets artistiques. Donc, c'est pas nécessairement, il y a quand même une majorité, évidemment, qui va être en CDI, dans des grands groupes comme M6, comme France Tel, comme des gens comme ça, qui sont énormément pourvoyeurs et avec qui on a des partenariats d'ailleurs. Mais c'est aussi des gens qui sont épris de liberté et qui vont être sur des structures qui ne vont pas rentrer, entre guillemets, dans les cases des rapports d'employabilité post-diplôme. Et vous avez quand même un nombre conséquent d'élèves qui montent leur boîte? Ah, mais c'est de plus en plus croissant. Là, en complément d'un CDI ou vraiment dès la sortie dès la de sortie, l'école, là, vous savez, en 5e année, ils ont un mémoire à faire. Et là, sur mes 5e années en filière audiovisuelle, c'est la première fois que j'ai quasiment, alors je dis peut-être pas la parité, mais on va dire 40% de mémoires qui se sont transformés en projet entrepreneurial. C'est la première fois que j'en ai autant. Mais je pense aussi c'est, entre guillemets, les vertus positives de ce qu'on a vécu. On se trouve face à des jeunes qui sont hyper bien formés. Moi, mes 5e années, si vous m'écoutez, je vous aime de tout mon cœur, mais qui sont hyper bien formés, qui ont un besoin d'authenticité, qui ont un besoin de créativité et qui ne veulent pas nécessairement s'enfermer dans une structure, en tout cas pas tout de suite. Après, on verra comment ça va évoluer. Mais en tout cas, je vois vraiment, et c'est pour ça qu'il faut croire en la jeunesse, il y a une force incroyable chez ces étudiants-là qui disent mais on va y arriver, on va monter notre boîte. Il y a une belle solidarité aussi entre les étudiants, je trouve en tout cas chez nous, qui fait que non seulement ils veulent monter leur boîte, mais ils veulent monter leur boîte ensemble. Je le dis face caméra, les prochains Buzzman sortiront de l'ECI-TV. C'est dit. Voilà, donc quand on ressortira cette archive, vous direz, Sophie, elle a dit en 2022, les prochains Buzzman sortiront de l'ECI-TV. Très bien. Autre chose, imaginons qu'on a réussi à convaincre les jeunes qui nous regardent à s'intéresser vraiment au métier de la communication et du marketing digital et qui vont chercher en fait dans l'immensité des écoles qui proposent ce genre de formation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, on parlera de l'ECI-TV après en particulier, mais en général, quels sont les pièges à éviter? Est-ce qu'il faut absolument regarder des écoles qui vont donner des diplômes visés ou un diplôme certifié RNCP? Est-ce qu'au contraire, c'est plutôt le réseau alumni qu'il faut regarder et le réseautage qu'il y a tout autour? Est-ce qu'il faut opter absolument pour une école qui fait partie d'un grand groupe ou est-ce qu'on peut justement s'orienter vers une petite école toute fraîche, toute nouvelle, qui est très dynamique? Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment s'en sortir dans la jungle des écoles, Sylvain? Je pense que déjà, d'être dans une école telle que le CITV, qui fait partie d'un grand groupe, c'est important. Parce que justement, le groupe fait que l'étudiant sera suivi. Que ce soit des diplômes reconnus par l'État, RNCP, au Registre national des capacités professionnelles, c'est très important également. Ça veut dire qu'on est reconnu au niveau des professionnels, au niveau des entreprises. Et puis qu'on a de l'alternance. Et qu'on a de l'alternance, forcément. Ensuite, moi j'ai envie de vous dire, vous parliez des alumni, les anciens, oui,
Il est vrai, de toute façon, moi, ce que je dis aux étudiants, pour vous faire une idée, venez dans l'école, hein, venez visiter l'école. Peut-être pas là maintenant parce que nous sommes en période encore de Covid, mais ceci étant, nos étudiants sont disponibles pour parler avec eux, nos professionnels également, nous-mêmes, l'administratif, justement pour que l'étudiant puisse se faire une idée. Je pense qu'il faut qu'il puisse se déplacer au sein de l'école pour justement se faire sa propre idée. Mais tout à l'heure, on parlait du réseau justement pour monter sa boîte à plusieurs. C'est vraiment important en fait cette histoire de réseau, de solidarité entre élèves. On peut pas faire tout ça tout seul dans son petit coin en fait. Non, c'est compliqué. Et c'est vrai que pour répondre à votre question, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise école. Je veux dire, chacun propose son plan pédagogique, son référentiel et loin de nous l'idée de dire que l'un est mauvais ou l'autre est bon, etc. C'est vrai que nous, on croit en notre école, fatalement. Moi, avant d'être responsable pédagogique, j'ai travaillé aussi dans d'autres écoles, donc j'ai pu aussi benchmarker, on va dire. À partir du moment où, comme le dit fort justement Sylvain, je pense qu'il faut trouver, vous savez, cette histoire du vilain petit canard. Il faut trouver la bonne mare, celle dans laquelle on se sent bien. C'est vrai qu'on propose aux étudiants de passer sur le campus parce qu'il faut sentir une école. Voilà. On propose des journées d'immersion parce que quand on a 17 ans, quand on sort du bac, savoir ce qu'on va faire et dans quel environnement on va être, eh ben, c'est pas évident. Quand on a des candidats pendant les admissions, dans les entretiens d'admission qu'on a une fois que Sylvain nous les a envoyés, on leur dit contactez nos étudiants, allez sur LinkedIn, regardez sur notre compte Instagram par exemple, contactez les étudiants. Nos étudiants sont nos meilleurs ambassadeurs. Moi, je pourrais toujours vous dire que je fais partie de la plus belle école du monde. Il n'y a pas de problème. Mais qui de mieux qu'un autre étudiant qui est en place aujourd'hui, qui va pouvoir me défendre au mieux son école? C'est lui. Donc, on leur dit, prenez contact avec eux. Et souvent, on a des gens qui disent, ah bah tiens, j'ai pris contact avec un tel et un tel. Il m'a dit que l'école, franchement, ça fonctionnait bien, etc. On n'est pas dans un monde des bisounours. Le monde n'est pas parfait. Mais en tout cas, on a une école réactive. On est une école aussi qui a la chance de faire partie, on va dire, du top 5 des groupes éducatifs aujourd'hui en France. Et pourquoi je dis ça? Parce que dans le réseau GES, entre guillemets, on a le droit de se tromper parce que c'est pas facile. Et on peut repartir sur une autre école du réseau. J'ai une élève alumni qui vient tout à l'heure pour une interview. Elle était à PPA, en l'occurrence c'est une école du réseau SWAT, et elle a été intéressée par le CITV et elle est venue. Si on sent que l'étudiant il ne va pas être bien dans sa mare, ce petit canard, on va dire, écoute, moi je te propose une autre école, ou en tout cas une école qui va te proposer ce type de formation. Je te la propose parce qu'elle est dans le réseau, après elle va voir ailleurs d'autres écoles. Mais on a besoin de gens qui sont vraiment investis, passionnés par ce qu'ils font. On n'est pas une grosse école, on a 250 étudiants, mais ceux qui sont là, ils savent pourquoi ils sont là. Et en revanche, si en première année vous vous trompez, on peut dire, ah bah Sophie, moi on a des étudiants qui sont partis à l'EIML, on a des étudiants de Modart qui sont arrivés. Vous voyez, c'est ça aussi la force d'un réseau. Moi en tant que maman, je serais hyper rassurée parce que je me dis que si j'ai fait la première année à l'EIML et que ça ne va pas, et en disant, oh j'ai fait un séminaire audiovisuel, c'est ma vie, je veux le faire, ou je veux faire du Shopify, je peux facilement passer d'une école à une autre. C'est pas faire la promotion de manière pléthorique du réseau, mais c'est quand même hyper rassurant pour des parents de se dire que voilà, il y a des process qui sont là. C'est un réseau qui a plus de 30 d'années, qui sait travailler, avec une directrice pédagogique qui connaît bien son métier. Et je trouve que ça, pour moi, c'est en tout cas, mais là je me mets plus dans la position d'une maman, hyper rassurant de se dire que si ça va pas, je peux aller dans une autre école et quelque part, je n'aurais pas perdu mon temps. Voilà. Après, chaque école a ses process, chaque école a sa manière de faire. Nous, on a des facteurs différenciants, on vous les a expliqués. Pour moi, ce qui est important aussi, je vous dis, c'est des professeurs qui ne sont pas professeurs. Moi-même, j'ai ma société de production, je fais du podcast à côté, je fais de la photo à côté. Voilà, on a tous besoin d'avoir des gens qui sont investis dans leur métier parce que nous, ce qu'on veut, c'est leur donner envie d'avoir envie, quoi. C'est bien. Il y a une question qui revenait beaucoup, en fait, c'est est-ce qu'il est indispensable d'avoir un diplôme dans ce métier? Il y a beaucoup de certifications en ligne, beaucoup de formations, y compris à travers des outils de Google, notamment pour le SEO, qui proposent de se former tout seul dans son petit coin. Est-ce que c'est possible, en accumulant ces certifications en ligne, qui n'ont aucune valeur juridique, hein, c'est vrai, mais qui vous apportent quand même au moins les bases, est-ce que c'est possible d'arriver à un job avec ces certifications en ligne? Ou est-ce qu'on est vraiment obligé de passer par une école, d'avoir un diplôme pour avoir quand même les bases, pour avoir ce réseau, pour avoir ces stages, ces contrats d'alternance qui vous mettent un pied à l'étrier professionnel? Je pense que vous avez déjà répondu à la question. C'est-à-dire que bien entendu, quelqu'un qui va être motivé, qui va passer ses certifs, etc., bien sûr, je veux dire que à partir du moment où vous avez quelqu'un qui est engagé dans ce qu'il fait et qui aime son métier, il y a un moment, ça va finir par payer.
L'avantage de passer par une école comme la nôtre, c'est qu'on va gagner du temps. C'est un accélérateur. Voilà, c'est un accélérateur. On va gagner du temps, on va gagner en compétences professionnelles grâce à l'alternance dès la première année. On va gagner en réseau, parce que je le dis et je le redis mais 1000 fois à mes étudiants, travaillez votre réseau. Que ce soit le réseau parisien, que ce soit le réseau, on a des étudiants qui sont en région, qui font les allers-retours, etc. Travaillez votre réseau et nous, on va vous l'apporter, ce réseau-là. Quand on fait des cycles de conférences et des masterclass, c'est pas pour rien, c'est pour leur rapporter des gens. Les professeurs, ne les considérez pas comme des professeurs, c'est des gens qui peuvent peut-être vous employer à un moment ou à un autre et qui vont vous repérer en disant « cet élève-là, il m'a impressionné, tiens, j'ai peut-être un boulot pour lui ». C'est fatalement un accélérateur de compétences. Après, vous avez aussi si vous voulez travailler dans certaines administrations, etc., vous avez quand même l'obligation d'avoir certains diplômes. Alors, je ne dis pas que tout le monde va aller travailler dans le public, mais vous devez quand même avoir une grille des diplômes qui va être nécessaire à vos échelons. Maintenant, c'est sûr, je ne vais pas du tout démoraliser ceux qui sont autodidactes et qui vont faire leur formation. Ils vont nécessairement y arriver s'ils sont bons. Ils vont juste prendre plus de temps. Voilà. Et pour la reconversion, quelqu'un qui a bossé dans la com de près ou de loin, mais qui est plus âgé, qui a 30, 35, 40 ans, qui chercherait à se former au digital, vous le recommanderez plutôt de partir sur une certification en ligne et d'en accumuler plusieurs, ou au contraire d'intégrer une école comme la vôtre dès le Bac+4 ? Alors là, pour le coup, dans le cadre d'une reconversion, il va falloir jouer sur la crédibilité. Alors si effectivement déjà c'est quelqu'un qui va aller plus loin, qui a déjà un bon bagage et qui va juste le sanctionner par des certificats, pourquoi pas ? Si on parle vraiment de reconversion ou des gens vraiment qui ont pris entre guillemets du retard sur le marketing digital, là je lui conseille quand même plutôt de revenir vers nous quand notre MBA en ligne sera opérationnel et qui pour le coup, lui, va être directement sur de l'exécutif, donc des gens qui sont déjà en poste sur des CDI et qui va aussi valider quand même par un diplôme reconnu par l'État leur formation, quoi. Après, une fois de plus, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise recette. Des gens de 30-35 ans qui se reconvertissent ? Oui, c'est pour ça qu'on va ouvrir un MBA online digital dès qu'ils C'est un peu cliché, mais ils s'y font au digital ? Ah bah oui, vous savez, on peut avoir passé 30 ans c'est mon cas, mais je veux dire, me mettre aujourd'hui à TikTok, par exemple, ça me serait difficile. Oui, un enfant de 20 ans est beaucoup plus malléable par définition que quelqu'un de 37 ans. De toute manière, en termes de génération, on prend des claques à peu près tous les jours, qu'on soit bien clair. Vous comme moi, on a dû abandonner Facebook, encore pas pour tout, mais on a dû passer plutôt pour Instagram. Moi, mes filles vont être plutôt sur TikTok, effectivement. Après, moi, fatalement, dans mon métier, je suis obligée de m'intéresser à TikTok parce que ceux qui nous écoutent, ils sont aujourd'hui les 15, 18, 15, 20, ils sont là. Donc, c'est pas que j'ai une appétence incroyable pour ce réseau, c'est juste que si je veux atteindre ma cible, il va falloir que je m'y fasse. Ou alors, je vais travailler pour des marques qui vendent à des personnes qui ne vont pas sur TikTok. Voilà, donc c'est un produit qui n'est pas justement, TikTokable. C'était une question que je me posais beaucoup en préparant cette émission. Est-ce que la communication digitale n'est pas condamnée toujours plus de jeunisme, en fait ? Au départ, Facebook, c'était un réseau social extrêmement généraliste, donc toute tranche d'âge. Ensuite, Twitter est arrivé, c'était plus les trentenaires. Ensuite, Instagram, autour de 20-25. Maintenant, c'est TikTok, c'est carrément des ados entre 13 et 18 ans. Enfin, est-ce qu'on ne va pas vers toujours plus de jeunisme ? J'espère que la réponse sera non, parce que si on commence dès le CP à mettre des gamins, leur laisser la possibilité de faire des choses sur les réseaux sociaux sans avoir de contrôle parental, là oui, j'ai un peu peur. Mais c'est vrai que si on suit votre évolution, on espère qu'à un moment ça va s'arrêter et que les gamins vont continuer à lire, à aller au cinéma plutôt que je me demande en fait en tant que société, se refaire le nez à 6 ou 7 ans. Comment est-ce qu'on arrive dans le digital à toucher une clientèle par exemple de 40-60 ans ? Est-ce que c'est possible en fait ? Il y a plein de moyens en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui on voit que les plus vieux d'entre nous effectivement vont plutôt être sur Facebook, quand même pas mal sur Instagram aussi. Après on va les toucher différemment. Je pensais au phénomène du podcast par exemple. Alliance, là j'ai entendu à la radio qu'ils sortent une grosse série de podcasts. Je pense pas que c'est le jeune de 20 ans qui va écouter le podcast Alliance. Je pense qu'effectivement la cible c'est plutôt le 50 CSP ou CSP+. Et on va aller le capter effectivement avec d'autres moyens numériques, le podcast étant un levier de communication incroyable, pour faire ce fameux ramassage de peut-être des générations qui n'ont pas été forcément rompues aux réseaux sociaux. Après, moi, ma mère, 70 ans, Instagram tous les jours. Et pourtant, je ne l'ai pas formée pour, mais Instagram, Facebook tous les jours, elle a 70 ans, elle fait son shopping dessus, etc. Donc, après, nous aussi, nous, les Instagrammeurs, on va vieillir. Peut-être que finalement, il y aura peut-être un réseau social. Pour les vieux. Eh bien oui. Il y a, disons, demain, pour les sites de rencontres, peut-être que tu auras un Instagram des 50 ans, 60 ans. De toute façon, on le voit au niveau marketing, au niveau des publicités à la télévision. Vous n'avez pas les mêmes publicités au matin que le midi, que le soir.
Parce que c'est justement, il y a un ciblage. Le soir, vous avez des choses beaucoup plus importantes, les achats de voitures et autres. Le matin, vers 10h, pour ceux qui ne travaillent pas, vous avez pour les couches, pour les incontinents, pour... Et tu as la publicité ciblée maintenant, en plus. Oui, ce sont un ciblage spécifique. Non, mais tu as vraiment ciblé par rapport à la ville, etc. D'une ville à l'autre, tu n'auras pas le même écran pub. Aussi, oui. Très bien. Est-ce que c'est vraiment indispensable en fait d'être dans une grande ville comme Paris ou Lyon ou Bordeaux pour se former ou pour être tout simplement proche des employeurs en fait? Ma réponse va peut-être aussi être en deux parties. C'est vrai que pour ceux qui veulent travailler dans l'audiovisuel, on ne va pas se mentir, les boîtes de prod, elles sont ici. À Paris. Voilà, elles sont vraiment à Paris. Exclusivement. Après, ça n'empêche pas, si on veut travailler en télé, puisqu'on a un gros pan télévision dans la filière audiovisuelle, d'aller travailler sur des chaînes qui les délocalisent, des France 3, etc. Mais pour celui qui veut travailler en boîte de prod, ou en tout cas toucher son alternance dans les sociétés d'audiovisuel, on ne va pas se mentir, c'est vraiment à Paris. Après, on a des étudiants qui trouvent leur contrat d'alternance sur leur lieu de résidence et on a des gens qui sont en mairie, par exemple, en collectivité, dans les régions, ou qui sont dans des petites structures, mais qui ont internalisé tout leur CM, enfin leur community management et leur production de contenu, et qui sont à Rennes, etc. Donc, j'ai envie de dire que je vais vous faire une réponse de Normand. Alors, et puis, je ne veux pas faire de parisianisme complètement égocentrique, mais c'est vrai que pour tout ce qui est boîte de prod, en tout cas pour ceux qui veulent se frotter aux grosses boîtes de prod et aux gros groupes multimédia, France Tel, M6, etc., je ne vais pas vous mentir, c'est à Paris, quoi. Après, ça ne les empêche pas de faire des carrières en province. Il y a des gens qui repartent en province, etc. Mais ils ont eu quand même ce bagage. Donc la digitalisation a ses limites quand même. Là, je parlais pour l'audiovisuel. Ouais. Voilà. En revanche, c'est pour ça que je tempérais un petit peu ma réflexion. En revanche, il y a énormément d'autres boîtes, et notamment en web, qui sont délocalisées encore dans les grosses villes, comme Lyon, comme Marseille, comme Lille, où là, pour le coup, c'est beaucoup plus intéressant parfois aussi d'avoir des salaires qui sont moins importants en province, du coup, et de délocaliser justement ce qui peut être numérique à des endroits où la main-d'œuvre est moins chère. Donc là, pour le coup, c'est pour ça que je vous fais une réponse un petit peu en deux temps. Je pense qu'effectivement, sur l'audiovisuel, le passage à Paris, pas forcément resté, mais le passage à Paris est quand même plutôt une valeur ajoutée, même si on peut faire sans. Autant sur Internet, non, le passage parisien n'est pas forcément obligatoire. D'ailleurs, on vient d'ouvrir le CITV Lille. Donc ça veut dire que pour vous, oui, on peut effectivement même faire toutes ces études et toute son alternance en province. Vous parlez de le CITV ou des cours en général? Les cours sont quand même en présentiel. Là, ils ont une journée de cours par semaine. Là, je parle des filières audiovisuelles et enfin les masters en tout cas. 6 semaines de séminaire en présentiel. Je ne vais pas expliquer le fonctionnement d'une caméra à travers un Teams ou un Zoom. Donc, on a quand même des cours en présentiel. On est une école qui privilégie énormément le présentiel quand les conditions sanitaires le permettent, bien entendu. En revanche, on a des alternants qui font leur alternance toute la semaine en région, qui prennent leur train le samedi matin ou le vendredi soir et qui repartent le samedi soir. Ça, c'est tout à fait possible. Vous pouvez ne pas habiter à Paris et venir quand même à l'ECITV Paris pour faire vos études. Mais il faudra compter sur une journée de cours par semaine et 6 semaines de séminaire par an. Ok. Je voulais, pour le mot de la fin, en fait, vous donner la parole sur une vue de l'esprit. Comment est-ce que vous voyez le marketing digital, la communication digitale dans 5-10 ans? À quoi s'attendre en fait dans 5-10 ans pour un jeune qui nous regarde? Parce qu'aujourd'hui, on connaît les réseaux sociaux, on a l'impression d'être saturé de réseaux sociaux et on a l'impression de plus rien pouvoir inventer en termes d'image, en termes de visuel, en termes de communication. Comment est-ce que vous, de votre expérience tous les deux, vous plus audiovisuel peut-être et vous plus côté jeune avec les admissions, mais comment vous imaginez la communication digitale dans 5-10 ans? Est-ce que c'est le métaverse? Est-ce que c'est le sensoriel avec, je sais pas, les lunettes connectées, avec de l'olfactif? Est-ce que c'est au contraire un retour back to the roots avec un espèce de réseau social beaucoup plus généraliste qui inclut les vieux, les jeunes? Je pense que déjà, il va y avoir un tri sur la qualité des contenus proposés, je pense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit quand même des choses un peu parfois compliquées. On a eu le web comme un cadeau, en fait. Quand un site internet, on s'est jeté dessus, etc. Peut-être qu'il y a des choses à faire. Peut-être je fais un petit peu vieille réactionnaire, mais en tout cas, peut-être qu'il y aura un peu plus de lois qui vont entourer et protéger nos enfants. Je crois que c'est ça aussi un des enjeux. C'est-à-dire qu'on a bouffé avec gourmandise ce web et peut-être qu'à un moment, il faut peut-être aller plus vers de la qualité que de la quantité. J'ai l'impression de dire des choses extrêmement banales, mais en tout cas, moi, en tant que maman, c'est comme ça que je le vois. De le dire, ouais. Parce que moi, ma fille, dans 10 ans, elle aura 17 ans, donc j'essaie de me projeter un petit peu. J'espère que ça sera aussi... mais ça l'est quand même devenu aussi un canal assez solidaire, je trouve aussi, malgré les dérives. Après, c'est vrai que
ça a été parfois un peu compliqué, les réseaux sociaux ces derniers temps. Peut-être que les gens vont un peu moins le consommer de manière avide et gourmande et peut-être de manière plus qualitative et parcimonieuse. Pour moi, ça doit créer du lien, en tout cas. Voilà. C'est vrai que les papis, les mamies qu'on n'a pas vus, le fait qu'on puisse converser, le fait qu'ils puissent voir leurs petits-enfants par écran interposé, c'est merveilleux. Après, dans 10 ans, j'arrive pas à me projeter. Dans 10 ans, je suis trop dans l'immédiateté des choses. C'est vrai qu'il y a 10 ans, aucun de ces réseaux sociaux, à part Facebook, n'existait. Voilà, à part Facebook n'existait. On ne savait pas ce que c'était que le métier d'influenceur. On ne pensait pas qu'une nana qui pose comme ça puisse avoir 10 000 abonnés et 20 000 likes d'un coup. En tout cas, j'espère que ça va se civiliser. Merci. C'est exactement le mot que je cherchais. Du coup, je voulais savoir si vous, au sein de l'ECITV, vous les formiez un petit peu à toutes ces dérives. On les forme, notamment, effectivement, j'imagine que vous parlez des fake news, etc. Par exemple, et puis même de tout travail de modération qu'on peut avoir sur les contenus violents à caractère sexuel, haineux, que sais-je. En tout cas, ce qui est certain, et Sylvain, tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'on veut des gens curieux. Et ce qui dit curieux, c'est vraiment ça important. Donc, dit curieux, dit ne pas prendre tout pour argent comptant et toujours être dans l'esprit critique. Donc oui, on est toujours en train de dire, mais t'as vérifié cette info-là ? Mais on a par exemple un grand pan journalistique sur le premier trimestre en 4cam. T'as vérifié ton information ? Ah, mais c'est sur Internet. Bah, dites donc. Et donc, si c'est sur Internet, ça veut dire que c'est bon. Donc, nous-mêmes, on est, peut-être parce qu'on a un peu plus de bouteilles, mais on les engage toujours à vérifier leur information, à ne pas prendre tout pour argent comptant et quelque part à les remettre en cause. Parce que nous aussi, on se remet en cause tout le temps pour être au top, j'espère. Et vous, Sylvain, à peu près la même question, mais par rapport au profil des étudiants, vous voyez une évolution en fait des profils ? Est-ce que par exemple on a autant de garçons que de filles ? Est-ce qu'on a toujours des gens qui sont passionnés par les multimédias et par la technologie en général ? Ou au contraire, ça se démocratise de plus en plus avec des profils peut-être plus variés en termes d'âge aussi ? Je pense qu'au niveau des profils, que ce soit des filles et des garçons, c'est vraiment du 50-50. Il n'y a pas plus de filles que de garçons. Ensuite, concernant les motivations, par exemple, des gens qui viennent, est-ce que c'est des gens qui ont été intéressés par le journalisme et qui finalement, à force de s'intéresser à ce métier-là, découvrent la communication digitale et viennent chez vous, ou au contraire, c'est des gens qui sont tout simplement des gros consommateurs de réseaux sociaux et que c'est pour ça qu'ils viennent Vous avez les deux, de toute façon, ce sont des gens, des personnes curieuses. Vous ne devez pas forcément faire du digital pour faire du journalisme. Ce n'est pas incompatible, il n'y a pas forcément un lien. Ensuite, les personnes qui viennent nous voir, comme je vous disais, sont vraiment des personnes qui ont déjà une petite appétence quand même pour tout ce qui est web. Quelqu'un qui est complètement réfractaire à l'univers de l'Internet, bien sûr, viendra pas chez vous. Viendra pas chez nous. Hein. Il va utiliser les moyens, les outils qu'il a à disposition, et peut-être que ce sont ces étudiants en question qui vont créer de nouveaux besoins par la suite. Hein. Très bien. Je vais répondre à la question juste d'avant quand même, parce que du coup ça a mouliné. Je crois qu'aussi ce qui est important dans nos métiers, c'est de montrer l'exemple. Et dans certains de nos séminaires, que ce soit les séminaires audiovisuels ou les séminaires digitaux, parfois on demande à des clients réels de participer à ces séminaires-là. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, Johan Barry et moi, on choisit aussi ces clients-là en fonction de l'enjeu qu'ils représentent. Et quand je parle de l'enjeu humaniste, c'est un mot un peu fort, mais qui va aussi faire en sorte qu'on va privilégier tel ou tel client. Je prends juste un des séminaires qu'on a fait la dernière fois sur la tablée des chefs, qui est une association à but non lucratif qui a pour but d'aller chercher les gamins qui sont dans des situations compliquées dans les cités, par exemple, de leur apprendre un métier et de leur apprendre à cuisiner. Donc c'est fait sous la houlette de grands chefs, Marx, etc. Une fois qu'ils ont produit ces ateliers culinaires, ils vont les donner à ceux qui ont faim. Vous voyez, c'est aussi par cet exemple-là et par le choix et quelque part l'ADN qu'on met dans notre école sur le fait qu'on a envie de montrer que la production de contenu, c'est pas forcément que pour montrer un beau rouge à lèvres, etc. Mais c'est aussi pour créer du lien et montrer qu'on peut faire des choses à but, on va dire, non lucratif. Une fois de plus, je ne suis pas une philanthrope, hein. Mais en tout cas, c'est un peu pour répondre à votre question. On a un ADN très fort en disant, voilà, on a besoin d'avoir aussi de travailler pour des marques qui ont du sens. Et quand vous posez la question où on sera le digital marketing dans 10 ans, je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte aussi. Exactement. Il y a des gamins aujourd'hui, ils ne veulent plus rester dans certaines boîtes parce qu'ils ne trouvent pas leur intérêt. Ils peuvent bien gagner leur vie. Peut-être il y a plein de choses qu'ils ont checkées en vert, mais ils vous disent, ça manque de sens. Je pense que la question, c'est surtout quels vont être les consommateurs dans 10 ans, comment ils vont appréhender la vie, les grands problèmes écologiques, sociétaux, etc. Et comment ils vont mettre leur boulot
au service de cette vie-là ou au contraire comment ils vont faire la scission entre les deux. Et nous, c'est vrai que dans notre petit monde à nous de l'ECITV, on essaie de leur donner des clés aussi pour dire, bah oui, il faut effectivement que tu aies un métier qui a du sens. J'ai une jeune alternante qui est dans un poste où elle est sous-qualifiée, où elle ne trouve pas de sens à son métier, et je lui dis, va-t'en et va trouver du sens, quoi. Et je pense que c'est ça l'exemple, et je pense que c'est ça, cette fameuse génération qu'on ne dit pas toujours facile, mais en qui, moi, j'ai une confiance absolue parce qu'elle est en quête de sens. Merci beaucoup à vous deux. Merci Sophie, merci Sylvain. Merci à vous tous de nous regarder. Vous êtes chaque semaine plus nombreux, ça nous fait super plaisir. Et à bientôt, tout simplement, pour un prochain numéro des Super Talk. Merci. Merci.